N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Taxi Presse de ce mercredi, c'est avec Tchakala Alero, le patron du journal Le Courrier de la République, Kenanou Issifou, le patron du journal L'Estrade, et Olivier Adja, le patron du journal Arakiri et du site afripresse.info. C'est avec eux que nous mènerons le débat de ce matin. Nous parlerons de l'économie et bien sûr de la santé aussi, avec la sortie du ministre Midjiyawa Moustapha par rapport donc à la vente illicite des produits pharmaceutiques. La question en tout cas de l'impôt, on va l'évoquer encore. L'impôt et la relance de notre économie revient sur le tapis, surtout que la jeunesse togolaise s'interroge véritablement au sujet de sa place dans le paysage économique. Au chapitre politique, on analysera encore la situation au niveau de la C14, à qui profiterait la disparition, sinon l'éclatement de la C14, comme écrit ce matin le quotidien Liberté. On va revenir sur le sujet. Retour en studio avec les confrères. Bonjour, Kenanou Issifou. Eric Gator, bonjour à tous les confrères ici présents et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Vous allez bien? Toujours bien. Parfait, très bien, ça nous rassure. Ouais. Bonjour, rebonjour mon grand citoyen d'État, Olivier Adja. Oui, rebonjour cher grand citoyen d'État et sa sainteté surtout, Eric Gator, et bonjour à tous ceux qui sont sous leur radio ou devant leur radio plutôt. Bien, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, Jesse, Tchakala Alero. Oui, bonjour, Jesse Saint-Ric, bonjour à toute la grande citoyenne d'État et à tous les grands citoyens d'État. Vous allez bien? Oui, ça va. Je voulais qu'on commence par cette délocalisation du Conseil des ministres. Tout le monde en parle depuis hier que l'information a bruité sur les réseaux sociaux. Et il y a un auditeur qui lance le débat presque. Lui, il parle des scandales, hein, des tentes climatisées au milieu d'un paysage où les habitants peinent à manger à leur faim, où il n'y a pas d'hôpital. Tabligbo, une ville qui produit du ciment depuis 1976, où la population continue de patauger dans la boue. Est-ce que ce n'est pas déjà une bonne chose que le gouvernement ait décidé, en tout cas, de délocaliser désormais les conseils des ministres? On en a connu, hein, et on en connaît très régulièrement Akara, qui a lieu Tchakala. Bon, délocalisation, une bonne chose ou une mauvaise chose, bon, moi je ne saurais me prononcer là-dessus, mais ce que je tiens à dire, c'est que, Fort n'est pas inspiré par Gaddafi pour qu'en lieu et place des hôtels 5 étoiles, il décide qu'on érige une tente pour abriter son conseil des ministres. C'est que c'est le manque d'infrastructures qui lui a imposé cela. Une ville minière, une ville qui se trouve seulement à presque 80 km de la capitale et qui n'est pas quand même cette infrastructure digne de nom pour abriter un simple conseil des ministres. Je me dis que c'est un patent échec. On ne doit pas se réjouir quand certains disent que cette délocalisation vise à s'approcher un peu plus de la population. Je dis mais plusieurs années derrière nous et c'est maintenant que le besoin se fait sentir d'aller sur le terrain et de toucher du doigt les réalités. Mais Fort n'est pas obligé d'aller et constater les choses de visu. Il faut apprécier les petites choses, hein, Tchakala. Non, ça ne fera pas long feu. Ça ne fera pas long feu. Vous vous rappelez de cette délocalisation de la fête de l'indépendance? Oui, on a eu à célébrer cette rotation-là pendant combien de temps? Cela n'a pas duré le temps d'un éclair. Vous comprenez avec moi? Ça, je ne sais pas si au soir, quand on lira le Conseil des ministres, on dira qu'il y a eu tel acte qui serait posé pour peut-être marquer les esprits des populations de Tabligbo. Là, on pourra applaudir. Mais est-ce qu'on a réellement besoin d'un conseil des ministres à Tabligbo
pour toucher du doigt les réalités que ces populations vivent. Nous avons tout le temps fredonné les mêmes choses ici. Nous avons relayé le vécu de ces populations. En tout cas, la communication officielle n'a jamais dit qu'on va à table pour un conseil des ministres pour toucher du doigt la réalité. Oui, ben certains, nous on a été choqués, mais ceux-là qui ont voulu dédouaner la tenue de l'événement dans cette localité avançaient des arguments qui ne tiennent pas la route. C'est ça qui est un peu choqué. Ben, moi, je voudrais qu'au sortir de ce Conseil des ministres, on dise que il y a eu tel acte fort qui a été posé au profit de la population de Tabligbo. Là, on pourra se frotter les mains de satisfaction et dire que à quelle localité le prochain Conseil des ministres délocalisé pour que ces populations aussi commencent déjà par se pourlécher les babines, dire que tiens, notre tour viendrait par rapport à ce mandat social ou bien à certaines infrastructures qu'on implanterait suite à la tenue de ces conseils des ministres. Sinon, pour moi, c'est un non-événement. D'accord, c'est vrai qu'il y a un problème d'infrastructure qui se pose, d'où d'ailleurs l'installation de cette tente-là, qui doivent abriter le Conseil des ministres. Ça a démarré depuis ce matin déjà, puisque le gouvernement était très tôt sur les lieux et depuis au moins 1h30, le gouvernement est en conseil à Tabligbo. Bon, pour Tchakala, c'est un non-événement, ça n'apporte rien, mais c'est quand même intéressant, mais ça pose un problème quand même de l'absence des infrastructures dans nos villes secondaires. Oui, bien sûr, mais avant d'arriver au problème, il faut faire le constat et apprécier le geste à sa juste valeur. Et j'estime que c'est trop tard, ou bien en tout cas, il n'est jamais trop tard plutôt pour mieux faire. D'accord. Et on sait que Faure Gnassingbé est un président un peu reclus dans son palais, qui ne sort pas beaucoup au contact des populations, à l'exception bien sûr des périodes électorales ou de campagne où il va et c'est une obligation. En plus, hein. Bon, je ne fais pas le lien direct, mais de toutes les façons, il le fallait. Parce que quand on voit dans d'autres pays comme en France, le président Macron, malgré ses difficultés, quasiment chaque semaine, chaque mois, va au contact donc de ces populations, et discute même avec eux je sais pas, sur les lieux où il va, il les rencontre et il discute parfois à bâton rompu. On a besoin de ça. Il faut quand même que nos leaders, nos dirigeants soient plus proches du peuple, de leurs électeurs ou du moins des populations. C'est important. J'estime que peut-être après le Conseil des ministres, il y aura une occasion où quelques-unes de ces populations vont avoir l'occasion de discuter avec le chef de l'État ou du moins. J'ai dit discuter. C'est un bain de foule. Oui, le bain de foule, ça permet aussi à des populations de se sentir proches, de voir pour une fois au moins leurs dirigeants. Ce n'est pas l'essentiel, mais ça fait partie du système démocratique. Ça fait partie de la gestion aussi des peuples, des gens, d'accord. Ceci étant dit, ça pose aussi un autre problème. Ça nous permet aujourd'hui d'attirer l'attention, ou du moins de focaliser tous les projecteurs sur la ville de Tabligbo, et de se rendre compte que ce conseil des ministres se passe en plein air. Oui, sur un terrain de football. Sur un terrain de football et sous des tentes. Et on se pose la question, mais pourquoi cela? Alors, on se rend compte que c'est parce qu'il y a une absence d'infrastructure. Et pourquoi il y a une absence d'infrastructure? C'est parce que ces villes ont été abandonnées. Beaucoup de villes dans notre pays ont été abandonnées. À l'exception de quelques-unes, je peux citer Lomé, c'est normal. On ne prend pas cela. Kara, c'est plus ou moins normal. Je dis plus ou moins. et Palimé, parce que c'est une ville touristique. Mais encore, quelle est la qualité de ces infrastructures dans cette ville-là? Donc, voilà. Mais totalement, dans toutes les villes, il n'y a pas d'infrastructure. Pourquoi? On peut poser la question et avoir... que le besoin se fait sentir. Le besoin, mais je vais terminer en disant que pour Tabligbo, c'est encore plus paradoxal. Parce que c'est une ville d'abord minière. Oui, bien sûr. Et c'est une ville où il y a de grandes entreprises qui exploitent à ciel ouvert du clinker, et beaucoup d'autres choses là-bas. Donc, il y a matière donc, à débat à ce propos. Quel commentaire faites de cette situation? Non, si on est au Togo et en Afrique, ce n'est pas paradoxal justement qu'on exploite des mines à Tabligbo et qu'il n'y ait pas d'infrastructure. C'est comme ça le propre donc de ces
localités où vous avez les mines, on préfère en fait en réalité éloigner plus le regard. C'est ce qui se passe juste sur la parenthèse. Ces localités voilà, qui sont finalement victimes de leur sous-sol. De leur sous-sol, hein. Ça se passe un peu partout en Afrique et au Togo. C'est malheureux. Juste pour rebondir sur la fin de propos de mon ami Olivier, c'est vrai, le geste, c'est une innovation, même si elle n'en est pas une, hein, parce que ça s'est fait et puis on a oublié. À un moment donné, si on s'est rappelé qu'il faut revenir à ce qui aurait pu être une tradition finalement depuis qu'on a commencé, et même voir les fêtes de l'indépendance, comme le soulignait tout à l'heure Aliou Tchakala. C'est bien, on aurait aimé voir certains événements, d'accord, être tenus dans les villes du Togo pour leur donner en fait de la visibilité. Quand je dis visibilité, c'est quoi? En ce sens que les populations se sentent effectivement, disons, intéressées, prises en compte peut-être par l'autorité, mais cela se fait que ce qui se passe aujourd'hui, on va se poser la question de savoir si demain ça va être Palimé ou une autre localité. A priori, j'estime, si c'est cela, eh bien, donc il faut saluer l'initiative et souhaiter qu'elle puisse continuer. Et en même temps, c'est que quand on arrive, comme l'on l'a dit, il faut faire quelque chose pour marquer l'événement et faire en sorte que quand on part après, que les gens ne retombent pas dans leur désarroi, se retrouvent seuls, d'accord, comme ils étaient avant que l'autorité ne passe. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que on ne peut pas comprendre pourquoi il y a des préfectures, d'accord, dans ces villes-là, justement. Quand vous allez aujourd'hui chez le préfet, je vous dis que ce sont des bâtiments de l'époque coloniale qui sont encore là, qui ne ressemblent même pas, on dirait un château d'un riche de premières heures là, d'accord, qui est abandonné quelque part. D'où la nécessité aujourd'hui, même si on ne peut pas construire des infrastructures, je ne sais pas, c'est à l'image de ce qu'on a ici, on peut construire au moins réhabiliter ou alors construire de véritables sièges, d'accord, de véritables sièges pour loger le préfet, en ce sens que ces genres de conseils auraient pu se tenir justement chez le préfet, pourquoi pas? Parce que en fait c'est lui l'autorité locale. Ça pose aussi le problème du fait que nos villes n'ont jamais été de véritables pôles administratifs. Parce que quand vous prenez certaines villes, en réalité c'est de gros villages, mais on leur a donné de l'envergure par rapport aux populations qu'on a et aux objectifs, et par rapport à certains objectifs, on va dire politiques. Vivement que, effectivement, l'on puisse penser véritablement à faire de nos villes de véritables pôles administratifs et voire de véritables pôles économiques. Ça pose un problème quand même. On a toujours épilogué ici sur la décentralisation et pour que les communautés se prennent en charge. Peut-être que ça pourra aussi régler le problème. Peut-être avant d'arriver sur le sujet, vous avez lu cette note d'invitation qui a circulé ces dernières heures sur les réseaux sociaux où le préfet Alibo Yao invitait toutes les populations, en tout cas de Table-Igbo aux environs, à laisser leur travail et à venir accueillir le chef de l'État pour le Conseil des ministres qui durera quoi, 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps. J'en sais absolument rien. Et dans l'opinion, ça choque certaines personnes. Sur le compte Facebook de André Kani à Fanou, il s'interrogeait presque sur le sujet. Y a-t-il une raison de bloquer le fonctionnement normal des services publics, des écoles et centres de santé juste pour souhaiter bonne arrivée ou au revoir au président de la République qui vient tenir un conseil des ministres dans une localité? Il continue, mon humble avis, c'est que c'est un très mauvais signal si on voulait dire aux citoyens que c'est par le travail que le pays peut avancer. Quel commentaire vous en faites, Tchakala? Non, le préfet s'est mal signalé. C'est une plaisanterie, sous d'autres cieux, on dirait plaisanterie de mauvais goût. Mais ici, c'est dans nos ADN, on fait avec. Quand le président de la République se transporte quelque part, vous voyez, on bloque tout, c'est l'administration tout entière qui est paralysée. Et vous savez, on pouvait quand même épargner nos élèves de cela. Le préfet vient, les chefs traditionnels aussi se transportent sur les lieux. Et puis bon, là, la vie continue normalement à Table-Igbo. On n'a pas besoin d'arrêter la vie de... même ça, c'est un événement unique. Hein. Un événement unique. Non, le président de la République ne va pas tout le temps à Table-Igbo quand même. Quelqu'un lui a interdit de ne pas aller à Table-Igbo?
Quelqu'un a décrété qu'il n'aille pas à table bon. Non, on n'avait pas besoin de ça. Vous savez, certaines fois, il faut choquer pour créer cette rébellion en soi-même, pour déclencher quelque chose de plus porteur. Mais moi, je serai le président de la République un jour comme ça, je vais à table égale. Je n'ai pas besoin qu'on délocalise le Conseil des ministres pour quand même toucher du doigt les réalités que les populations qui ont porté le choix sur moi vivent là-bas. Je vais un samedi comme ça, on cible certaines fermes, je vis et ce que ces braves paysans vivent dans leurs fermes respectives. Je vais dans un centre de santé, et avant de quitter les lieux, c'est des actes forts. Tu promets que d'ici peu, il y aura telle unité de soins qu'on va mettre là-bas. Ben, il y a un problème d'ambulance. Entre-temps, c'était des choses. Bon, tu viens peut-être même avec deux, trois ambulances. Et là, c'est le don du chef de l'État. Et à certains groupements de production... On veut dire don du chef de l'État? Oui, il peut le faire. Non, attendez. Qu'est-ce qu'il a demandé au chef de faire un don, par exemple? Non, mais quand il vacille... Et la Républicaine ne peut pas se prendre en charge elle-même? Non, mais 2 ambulances, c'est pas trop demandé au président de la République. Oui, mais et le pays lui-même? Ah, mais à partir du moment où certains même, si c'est un carton de paracétamol qu'on donne, on dit que c'est le don du chef de l'État, mais ça ne serait pas trop demandé au chef de l'État que de donner 2 ou 3 ambulances à ces populations. D'accord, très bien. Non, vous comprenez? Donc, par exemple, au niveau des groupements de production, là-bas, qu'on donne des râpeuses de manioc pour ceux qui produisent du tapioca ou du gari, ou bien un moulin à écraser le manioc aussi. Donc, c'est des actes forts comme ça que les populations attendent. Maintenant, paralyser toute la... Vous donnez encore des idées aux gens. Non, c'est des idées... Excusez-moi, je le dis parce que on a remis des tracteurs au groupement. Les gens n'ont pas encore fini de se battre pour ça. Mais ça dépend de comment est-ce qu'on donne ça. Et tenez-vous bien, certaines fois, ces tracteurs-là pourrissent dans les maisons de ces responsables locaux-là. Ils en font leur propriété personnelle et privée, surtout. Ceux qui sont du parti dont vient le cadeau, ils disent que mais c'est nous, notre parti qui a eu à donner le truc. Donc ils font mais basse là-dessus. Donc il y a plein de trucs qu'on peut quand même demander au chef de l'État de réaliser au profit des populations sans toutefois se replier derrière un conseil des ministres avant de le faire. Non, mais je crois que mon confrère a mis le pied dans le plat. Ah oui? Oui, bien sûr, parce que vous savez, ce qui n'est pas bon, il faut le dénoncer. Et tout à chaque fois qu'on nous dit que le chef de l'État fait un don, moi j'estime que ce n'est pas dans l'ordre normal du fonctionnement de la République. Parce que nous l'avons élu, nous avons mis les moyens à sa disposition pour qu'il puisse représenter la République et travailler au nom de la République, pas à son nom personnel. Parce que étant devenu chef de l'État, il représente toute la République et surtout qu'il a les moyens de la République. Alors, on n'a pas besoin de ça. Et surtout, ces moyens, il les tire d'où? Parce que c'est ce qui entraîne la confusion entre les biens privés du chef de l'État et les biens publics des Togolais. Donc, j'estime que le chef de l'État n'a pas besoin de faire un don personnel à quelques localités, que ce soit de notre pays, mais il a besoin d'utiliser les moyens de la République et pour mettre en branle des politiques, des projets. Et c'est ça ce que nous lui demandons. Maintenant, la présence du gouvernement à Tablibo, je me dis plutôt que ça rentre aussi dans la droite ligne des élections locales qui sont prévues au plus tard, selon les informations. On est en campagne? En avril prochain. Le gouvernement ne doit pas être en campagne. Et le gouvernement peut se déplacer à tout moment et partout sur le territoire national. On ne peut pas toujours voir derrière cela une campagne. Si c'était un parti politique de l'opposition ou hors du gouvernement qui le fait, ça serait inédit, je dirais qu'ils sont en campagne. Mais pour le moment, moi je ne fais pas encore le lien entre ce déplacement et les campagnes qui arrivent. Mais de toutes les façons, il va falloir que le chef de l'État prenne la mesure des choses et se dise que si on organise les locales aujourd'hui, et les délégations ou les maires qui seront élus, ils vont peut-être aussi être obligés de s'abriter sous les tentes. Sous quelle forme de tente? D'où il faut construire. Absolument, c'est ce que... bâtir nos vies. Absolument. Et je crois qu'il prend la mesure aujourd'hui et il se dit que... 14 ans après.
Oh, l'indépendance du Togo, ça fait 50 ans après plutôt. C'est-à-dire 50 ans, plus de 50 ans après. Vous dites aujourd'hui, il prend la mesure des choses. Il doit prendre la mesure. De toutes les façons, avant lui, depuis 14 ans oui, déjà. mais avant lui, il y avait des présidents aussi. Donc, et comment dire, la responsabilité est partagée entre tous ceux qui sont passés et lui, y compris, au niveau dans la machinerie suprême de notre pays. Très bien. Kenanou Issifou. Non, mais c'est dans l'ordre normal, d'accord, de ces Aujourd'hui, générations. la ville de Tabligo est à l'arrêt. Hein. Oui, bon, en fait, ça c'est un élément quand même qu'il ne faut pas encourager. Pas parce que le chef de l'État est en train de sortir, il faut bloquer totalement une localité. Parce que ça ne donne quand même pas une bonne leçon pour, comme l'a dit tout à l'heure le confrère, aux populations pour se mettre au travail. Mais il a en même temps relevé aussi, c'est dans nos ADN, quand l'autorité vient, vous savez ce que c'est. Il y a tout un folklore autour où la personne doit s'offrir le traditionnel bain de foule. Qui se prépare au niveau d'Agoué Zongo, selon nos informations. Oui, le vendredi, on va inaugurer un marché. Les écoles, un hôpital de référence, pardon, oui. Où les élèves déjà sont presque en congé, là. On se mobilise selon les informations. Oui, mais tout va être arrêté vendredi. Mais c'est comme si vous oubliez notre histoire. Si je le dis, c'est dans nos ADN. Ça fait partie aussi de certains cultes, d'accord, de la personnalité qui est là. L'autorité, quand elle vient, il faut montrer qu'elle est là, lui faire plaisir, lui montrer qu'on accepte qu'elle arrive. C'est pour ça qu'on mobilise d'habitude les gens. Mais c'est vrai qu'à des jours ouvrables, vendredi après-midi encore, c'est acceptable. Mais toute une journée, si le conseil devait durer toute la journée, ce qui n'est pas forcément probable, qu'on mobilise et qu'on mette toute une ville aux arrêts, ce n'est quand même pas une bonne indication qu'on donne. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. Certes, on a demandé à ce que les gens sortent. Je ne suis pas sûr que tout Tablibo va sortir pour accueillir Ford Nassingbe. Vous savez, oui, et puis c'est pas une obligation. Et puis n'oubliez pas, on est dans un contexte particulier où celui qui reçoit... Tous. Non. On les mettra tous dehors. Oui, non, je dis, c'est dans nos ADN, ça se passe comme ça. Mais je dis, ce n'est pas en réalité une loi, ce n'est pas en fait un règlement, d'accord, qui est décrété, qui existe en soi. Ça, c'est dans nos comportements que de témoigner sa sympathie, que de dire, nous vous accueillons, nous sommes mobilisés. N'oubliez quand même pas que c'est un grand parti, il vient d'un grand parti qui voudra quand même montrer la popularité de son champion. Il y a tout ça là. De l'État. Excusez-moi, on ne parle pas de parti. Mais dans nos ADN, Éric Gator, nous ne faisons pas la distinction entre ces deux choses. C'est ce qui amène le débat. Sinon, en réalité, il n'y aurait pas de débat. Hein. Quand Macron est sur le terrain en France, il est en train de parler, on ne parle pas d'En Marche. C'est parce qu'il y a eu les gilets jaunes, il y a eu un problème. Et il est allé au contact des populations, pas seulement ceux qui sont du parti d'En Marche. C'est ça le problème, justement. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. C'est l'idéal. Nous y rêvons. Nous invitons les gens à nous amener à cet idéal-là. C'est pour ça que le débat se pose. Sinon, en réalité, si on avait acquis une culture, une tradition démocratique, qui soit quand même proche des standards que nous avons, encore que ceux-là n'ont pas encore fini de faire la démocratie, on ne serait pas là justement à discuter du fait qu'on délocalise un conseil des ministres et que toute une ville s'arrête. De toute façon, ce n'est quand même pas orthodoxe. Très bien, messieurs, nous allons marquer une courte pause, ça durera à peine 45 secondes. Retour en studio avec les confrères, nous poursuivons le débat. Il y a beaucoup de réactions des auditeurs. Il y a un auditeur qui nous dit si le gouvernement ne peut même pas tenir son conseil des ministres dans les locaux de la préfecture, c'est une faillite de la gouvernance. Allez voir les bureaux de nos préfectures. D'autres sont encore dans des bâtiments locaux, un petit peu comme vous l'avez dit tout à l'heure, Kenanou Issifou. Il y a un autre auditeur qui nous dit Ford Nassingbe n'est pas président pour son palais. On doit se dire la vérité, c'est un échec cuisant d'organiser un conseil des ministres dans ces conditions-là, après plus de 50 ans de règne, écrit donc l'auditeur, mais Ford Nassingbe ne fait pas 50 ans au pouvoir. 14 ans, oui. Un autre auditeur, pour moi, délocaliser un conseil des ministres à l'intérieur du pays n'est pas un mal en soi, mais le fait d'implanter des apatams, des tentes, on va le dire ainsi, sur un terrain, pour les démolir après, ce n'est pas bien, dit l'auditeur. Un autre auditeur, je choisis le message au hasard, qui nous dit je vois que le gouvernement est en train de préparer l'élection de 2020
Voilà, c'est ce que lui pense. Chakala, vous voulez ajouter un mot? On va passer à notre sujet. Non, mais ce qui est à encourager, il faut souvent l'encourager par honnêteté intellectuelle. Et vous savez, quand je vais à Dapan, je vois tout ce que cette célébration délocalisée de l'indépendance a apporté comme bien à cette localité. Il y a un grand hôtel là-bas, oui, qui a une grande capacité. Il y a des entreprises qui ont Il y a même marché, des voies qui ont été goudronnées et tout ça là-dedans. Imaginez-vous depuis 14 ans, si la dynamique était maintenue, il y aurait au moins 14 villes de notre pays qui auraient au moins ces infrastructures. Et c'est avec plaisir qu'on assisterait à ces conseils des ministres délocalisés. Donc, la chose, ça veut dire qu'à un moment, ce qui devrait être encouragé a connu un certain essoufflement. C'est ça que nous dénonçons. Sinon, qu'il aille à Sarakawa faire un conseil des ministres, ben, si après leur passage, les populations peuvent bénéficier de quelque infrastructure que ce soit, ben, on va encourager ça. Maintenant, après ce conseil des ministres, quel acte fort on va poser là-bas pour que les populations puissent se réjouir que, ah tiens, il y a eu le conseil des ministres ici, et voilà. Il faut poser un acte fort à chaque fois qu'on organiserait un conseil des ministres à l'intérieur du pays. Ah oui, mais on peut se transporter vers le centre de santé, dire que on veut construire une plus-value du passage du gouvernement. On a vu des photos quand même oui, le centre de santé là-bas ne prête pas mine. Vous conviendrez avec moi que tout ça là, et si on ne peut pas aussi tenir le truc dans les locaux de la mairie ou bien de la préfecture, vous comprenez un peu ce que nous pensons de la décentralisation. Moi, c'est une décentralisation de non à partir du moment où il n'y a rien pour créer cet émolument-là, pour créer ce service décentralisé. Il n'y a personne pour réfléchir sur la nouvelle configuration de nos villes de l'intérieur du pays. Non, mais on a un ministère dans ce cadre-là. Je crois même que le débat ne se pose pas. Mais bien sûr, c'est parce qu'en réalité, on a de véritables problèmes de gouvernance. Faut-il encore le rappeler? Nos pays sont en train d'évoluer à pas de tortue. Et nous l'avons dit ici, quand vous n'avez pas en réalité des programmes, d'accord, étalés sur des échéances plus ou moins, disons, longues, voilà, qui permettent en réalité, comme nous le disons ici, d'avoir chaque année ou chaque période des choses qui se font. Progressivement, 50 ans, on serait arrivé quelque part. Vous voyez, on commence quelque chose, nous l'avons dit ici. L'année qui suit, vous ne savez pas où c'est tombé. C'est comme ça. Et on saute dans autre chose. L'idée d'aller là-bas, nous ne la connaissons véritablement pas. Puisqu'il n'y a aucune communication officielle sur le sujet. Mais en fait, c'est ça le problème. Qu'est-ce qui a motivé la tenue de ce conseil des ministres à Tabligo? Nous n'avons pas encore les éléments véritables, d'accord, pour pouvoir nous prononcer. Et là, ce que nous faisons, c'est des hypothèses que nous émettons. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, effectivement, il faut que la délocalisation de ce conseil des ministres puisse quand même laisser des traces pour qu'on puisse comprendre ce pourquoi, et que les gens qui se sont mobilisés pour accueillir tout le gouvernement, et non seulement le président de la République seul, puissent se dire, ah, effectivement, notre gouvernement est passé par ici. Voilà quand même les preuves de ce passage-là qui nous réjouit et qui nous dit que demain, il y aura encore quelque chose. Et que à chaque fois qu'on puisse dire qu'aujourd'hui c'est Tabligo, peut-être la semaine prochaine c'est une autre ville, faire le tour et que cela s'accompagne réellement d'un recensement de quelque chose qui fasse qu'au bout de 2019, qu'on dise qu'il y a eu un début d'implantation d'infrastructures de base ou de la réhabilitation des préfectures, comme nous le disons tout à l'heure. En ce moment, cette initiative va être applaudie et on va demander à ce que cela puisse se pérenniser dans le temps. Et si c'est comme ça qu'on avait toujours fonctionné, on serait très très loin dans le développement de nos pays. Mais je voudrais juste pour terminer, inviter ceux qui ont bénéficié de ce marché-là, d'accord, quel marché? Les tentes là, de faire au moins 10 forages d'ici quelques mois dans la localité sur la part sociale, la part sociale de leur entreprise. C'est un souhait. Non, c'est un souhait. C'est un souhait. Bon, je vous encourage à vérifier après si cela sera fait. Un auditeur qui nous dit, je vais vous dire que nos autorités se foutent de nous. Ce qui les préoccupe, c'est le pouvoir. Olivier Aya? Non, je crois qu'on a assez dit de toutes les façons. Et le gouvernement va quitter Tabligo. Et certainement, le choix de Tabligo ne s'est pas fait au hasard. Moi, je me suis posé la question, pourquoi Tabligo? Pourquoi pas Dapan? Pourquoi pas Anéro? Donc, nous allons entendre le communiqué qui va sanctionner les travaux pour
s'imprégner certainement des raisons et surtout de ce que ce passage va laisser comme prévalu pour cette ville. Mais ça nous permet, et c'est ce que je salue, ça nous permet donc de poser le débat sur la question de décentralisation, sur l'abandon donc de nos villes, l'état désastreux dans lequel ces villes-là sont, et aussi sur le fait que les villes minières de notre pays, et mon confrère a relativisé en disant que c'est pratiquement en Afrique, oui, mais moi je n'aime pas copier les mauvaises choses, et que le Togo donc fasse exception à cette règle et que les villes minières puissent d'abord montrer une image plus reluisante parce qu'elles créent la richesse pour notre pays. Elles doivent au moins profiter d'une partie de cette richesse parce que c'est justice. Très bien. Et puis il y a un auditeur qui nous dit qu'on arrête de dédouaner le comportement incivique de l'autorité. Nous sommes très en arrière par rapport aux pays de la sous-région. Pour un conseil des ministres, s'il faut bloquer la mobilité de toute une localité, c'est honteux que les dirigeants changent de mentalité. Sinon, c'est ridicule, me dit l'auditeur. Il y a un autre message, le dernier, et puis on va passer à un autre sujet, on va revenir sur les autres après. Même la préfecture du Golfe se trouve dans un bâtiment colonial. Vous confirmez? D'accord. Oui. Il y a un problème d'infrastructure dans ce pays. La Cour constitutionnelle se trouve dans un bâtiment loué. Vous confirmez, messieurs? Je confirme. Très bien. La primature, pareil. Vous confirmez? Je confirme. Dieu merci, le siège de l'Assemblée nationale a été construite. Sinon, nos institutions même n'ont pas de siège propre. C'est quand même dommage. Le commissariat central. C'est loué? Oui, Vivement que le PND trouve du financement. La HAC, la CNDH sont toutes dans des bâtiments loués. Mais il me semble qu'au niveau de la HAC, c'est cédé maintenant. La HAC l'a désormais acheté. Très bien. Ben, écoutez, messieurs, merci beaucoup. On a fait de l'argent pendant longtemps à certaines personnes. Qui sont-elles? Ben écoutez, des Togolais. Ce sont des Togolais. Ce sont des Togolais dont on a loué les bâtiments, on leur a fait de l'argent, ils ont nourri leur famille. Oui, les Togolais, mais qui sont-elles? Ben écoute, c'est des Togolais. Très bien. Je veux qu'on revienne encore une fois et on va parler de la santé avec cette guerre ouverte que lance le ministère de la Santé à ces vendeurs des médicaments dans la rue. On parle de la vente illicite des médicaments. Visiblement, les langues, quand même, je dirais pas ce délit, mais il y a un changement de langage un petit peu. Avant, on parlait de faux médicaments. Maintenant, on parle de la vente illicite des médicaments. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Ah oui, mais je dirais que la sémantique, c'est une très importante chose en matière de communication. En matière de D'accord. communication. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire là? Oui, que ces médicaments, les mêmes produits se retrouvent pratiquement dans des pharmacies. Dans certains Donc, pharmacies, et c'est parce que ça se retrouve dans la rue et dans des conditions de conservation qui ne sont pas acceptées et acceptables. C'est pourquoi donc on mène une lutte contre. Je ne suis pas opposé à cela, c'est-à-dire les produits qui doivent soigner les maux dont nous souffrons doivent être donc doivent être conservés dans des conditions donc appropriées et surtout c'est une pratique qui doit être gérée par des professionnels parce que quand vous allez vers un vendeur de la rue et vous lui dites que vous avez des maux de tête, oui, il vous prescrit sur le champ et donc il vous fait le diagnostic et vous prescrit directement ce qu'il faut prendre pour être guéri. Certaines personnes trouvent donc leur compte avec les médicaments de la rue, mais peut-être à la longue, ça peut créer aussi d'autres soucis. C'est une question de sécurité sociale, sécurité sociale non, mais de sécurité sanitaire. Voilà, de sécurité sanitaire. Mais ceci étant dit, le gouvernement, les autorités doivent être mis devant leurs responsabilités. Parce que combien de Togolais d'abord ont les moyens d'aller vers les pharmaciens? Et combien de pharmacies nous avons sur le territoire national? Est-ce qu'on peut avoir une pharmacie à Djarkpanga? Est-ce qu'on peut avoir une pharmacie à Naboulgou? Est-ce qu'on a une pharmacie dans des coins les plus reculés? Parce que ce sont des personnes physiques
des gens qui habitent là et qui peuvent aussi tomber malades. Mais vous savez, mettre en place une officine, c'est quand même faire des profits. Quel pharmacien accepterait implanter une officine, par exemple, à Djarkmanga, où il y a à peine 200 personnes, j'en sais absolument rien par rapport au nombre d'habitants, dans ces localités? Oui, mais c'est pourquoi il faut trouver au moins des solutions donc, aussi à ces populations. Bien sûr. Donc, alors, si les gens ne peuvent pas installer les pharmacies parce que ça ne profite pas dans ces localités, alors ces populations ont alors quoi comme solution donc, de rechange? On va dans la rue. On n'a pas le choix. C'est-à-dire que là, on ne laisse pas le choix aux gens. Ils sont obligés de s'adresser au premier venu et peut-être que c'est dans la rue qu'ils trouvent leur compte. Non, le besoin crée l'organe. Est-ce que cette bataille pourrait être gagnée aujourd'hui, telle que cette guerre est ouverte au niveau du ministère de la Santé? Non, je disais tantôt que le besoin crée l'organe, dit-on. Quand à Djarkmanga, on ne peut pas aller dans une pharmacie s'acheter le produit qui nous a été prescrit, on est obligé de nous rabattre sur le truc. Le combat que le ministère de la Santé est en train de mener est presque identique à celui qu'on mène contre les revendeurs de carburant frelaté. C'est identique, il ne faut pas qu'on se voie la face. Parce que quand vous allez à Toum... Et là aussi, la sémantique a évolué. Oui, là, frelaté, mais vous voyez, ils sont en train de se retrouver. Hein. Ils sont en train de chercher les petits raccourcis pour peut-être se donner bonne conscience afin de mettre en branle l'appareil répressif contre ces genres de choses. Donc, non. Est-ce que l'État, la part de responsabilité de l'État? Mais à Djarkmanga, ça peut être 10 personnes, mais si l'État estime que les médicaments de rue sont quand même, ne sont pas bien pour les populations, on peut quand même consentir ce sacrifice-là et installer un dépôt de pharmacie là-bas. L'État est tout fort, l'État a les moyens. L'État, pour peut-être préserver la santé des populations, peut au moins faire cet effort-là. Et quand vous allez dans une autre... C'est que c'est les privés qui veulent faire du bénéfice. Maintenant, l'État ne doit pas faire du bénéfice, mais l'État doit assumer ses responsabilités vis-à-vis des populations. Ça, oui, qu'après le conseil des ministres, on dise que il y a un dépôt de pharmacie qui a été ouvert à Tablico, on va applaudir à faire rompre nos phalanges, parce que c'est ce que nous attendons de l'État. Maintenant, quand il n'y en a pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être se rabattre. Et puis vous voyez, ces produits-là qu'on retrouve chez la bonne femme au bord de la route, on les retrouve souvent en pharmacie. Et il y a un auditeur qui nous dit justement, lutter contre les médicaments dans la rue, de la rue, d'accord, mais les médicaments les plus nuisibles se vendent dans nos pharmacies. Allez-y voir, non seulement nos pharmacies font de l'escroquerie, mais aussi nous vendent des médicaments périmés. Oui. On vend des produits, des médicaments périmés. Ça, je suis tout à fait d'accord. Non, si on a vécu des expériences, on ne va pas essayer de pointer le doigt accusateur en direction de telle ou telle pharmacie. On vit cela. Et tenez-vous bien, ces produits-là, pour lesquels on part en guerre, contre lesquels on part en guerre, ce pas des produits quand même qui tombent du ciel. Ça passe par nos frontières et ça vient d'un ailleurs. Donc, si on doit vraiment être sérieux pour combattre ces produits-là, c'est au niveau de nos frontières aériennes, terrestres et maritimes. C'est par là que ces produits-là, qu'on dit n'est pas bon, entrent. Et il y a un autre aspect que je voudrais bien soulever. Vous savez, quand on ne veut pas qu'une situation prospère, on se donne les moyens pour combattre ça. Mais je trouve que c'est quand même lassiste. Ce qu'on est en train de... Donc, on est seulement dans cette histoire d'annonce, on veut combattre, mais on ne se donne pas les moyens pour le faire. Alors, sinon, ce n'est pas aujourd'hui. Le combat que le ministre Mijiawa a réveillé, ça ne date pas d'hier. Il y a d'autres ministres aussi de la Santé qui ont voulu mener la guerre contre ça. Qu'est-ce que ça a donné? Pas grand-chose. Ça veut dire que derrière, il y a toute une machine, il y a tout un groupe de mafias qui font entrer des produits. Pourquoi la structure SICPA qui devrait marquer les bons produits n'a pas prospéré dans ce pays? Je connais bien le dossier. Ah, vous aussi? Je connais très bien. J'ai même eu à avancer des trucs, les produits, les bières, tout ça là que nous buvons. Seul Dieu sait comment est-ce que c'est produit. Bien sûr. Non, en réalité, vous avez trois sources. Vous avez trois sources de revenus au monde, hein, d'accord, qui
généreront toujours, c'est-à-dire que de la contrebande, de la mafia derrière, les armes, les drogues et puis les médicaments. Les produits pharmaceutiques en réalité sont comme ces drogues-là, d'accord, qui normalement ne devaient pas tomber dans le domaine, voilà, dans les mains de n'importe qui, tout comme les armes. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que vous pouvez pas être à la fois juge et partie. Malheureusement, dans nos pays, je le répète encore, vous voyez à la fois un directeur de société, un directeur, d'accord, d'une institution, qui crée une société de prestation pour son institution et pour l'État. Comment est-ce que vous voudriez qu'à côté, l'employé qui sait, qui connaît le dossier ne va pas aller, créer une autre structure et peut-être aller chercher les mêmes produits à vil prix, si au-delà de la frontière, ça lui coûte moins cher et venir donc injecter dans le circuit. Vous savez, le problème, on a un code au Togo, d'accord, des pharmacies, qui dit que seuls les pharmaciens dispensent les médicaments. Oui, bien sûr. Ça, c'est la loi. Donc, en réalité, au regard de la loi, l'État peut prendre des dispositions visant à protéger les populations. Vous prenez une notice de médicament, qu'est-ce qui est mis? On vous dit, quand vous avez un souci par rapport aux effets secondaires, s'adresser à votre pharmacien, c'est ce qui est dit. À défaut du médecin. Sauf que mon développement va aller à ce niveau-là. Vous avez combien de pharmaciens au Togo? Et quand les pharmaciens sont formés au Togo, est-ce qu'ils sont formés juste pour dispenser les médicaments ou pour mettre au point eux aussi des molécules? Non, beaucoup plus pour dispenser des médicaments. Ah, c'est ça notre situation. Oui, nous sommes en train de faire l'état de lieu. Alors, vous venez, ce pharmacien-là qui n'est jamais là, que vous ne voyez pas en pharmacie. Il n'y a que des filles, des garçons. Mais bien qui sûr, vendent des produits. ne vous étonnez pas qu'effectivement ceux-là qui gardent le temple... Dire, qui se comportent de la même manière que la dame qui est au bord de la rue. Mais bien sûr, vous voyez, celle-là qui vous donne les informations, quelle formation ou celui-là, c'est quelle formation en réalité il a eu. Le médicament, il est écrit dessus, ça soigne tant. Vous pensez que la bonne dame, même si elle ne sait pas lire, son fils ne lui lit pas ça pour dire que c'est écrit là-dessus, que ça soigne tant. Aujourd'hui, on a une situation où quand vous n'avez pas une couverture géographique, d'accord, optimale par rapport en termes de pharmacie de dépôt, comme nous l'avons dit tout à l'heure, où l'État justement ne met pas les choses en place, c'est une porte ouverte à la contrebande, parce que nous l'avons dit, la demande va créer l'offre de toute façon. Et puis quand il n'y a pas un contrôle, quand il n'y a pas un contrôle qui est exercé, voilà ce qu'on vit. Et puis, ceux qui font rentrer ces médicaments-là... Oui, qui sont-ils? Mais justement, vous pensez qu'on ne les connaît pas? Non, sérieux. Non, mais écoutez, pendant longtemps, on vous a dit si vous voulez les médicaments qui coûtent moins cher. On ne vous dit pas les médicaments des rues. On dit qui coûtent moins cher, allez à Sigamé. Il vous est jamais arrivé d'aller justement sur les lieux où vous avez ces grossistes-là de ces médicaments-là qui sont mis sous le couvert de la vente illicite, d'aller voir en réalité ceux qui viennent s'approvisionner. Il faut que nous soyons curieux. Moi, j'ai poussé cette curiosité, vous l'avez dit tout à l'heure, pendant que... Mais vous savez, là où il y a la mafia, il faut faire extrêmement attention. Et ceux qui vont faire rentrer ces produits-là, ce n'est pas des gens que le système qui est en place ne connaît pas. Quand je dis le système de contrôle, je veux dire, on a saisi des dépôts. Comment est-ce que ces dépôts ont pu s'implanter sur ce territoire-là, opérer pendant longtemps, que c'est sur un coup de tête, en une matinée, qu'on décide de les fermer. Au ministère de la Santé aujourd'hui, on ne peut pas nous dire qu'il ne connaît pas ceux qui font ça. Mais il y a un circuit que les gens connaissent. Finalement, à quel jeu joue-t-on là? Mais c'est ce que je dis, on ne peut pas être à la fois juge et parti. C'est ça le problème de nos pays. Olivier Adia, c'est quand même un sujet je dirais, assez pertinent aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de réactions des auditeurs. Hein. Il y a un auditeur qui nous dit que, et si, enfin, lui, il veut parler quand même de... Bon, d'accord, j'ai compris le message. Il y a un autre qui nous dit, en 14 ans de gouvernance, combien de pharmacies, de dispensaires et d'hôpitaux a-t-on construit? Mais le problème, au Togo, chez nous, quand le ministère aujourd'hui se réveille enfin pour nous dire qu'il est en train de combattre la vente illicite des produits pharmaceutiques, on a envie de demander, alors, où était-il depuis là? Non, je crois que... Parce qu'on a remarqué, je ne sais pas si ça vous a échappé, mais moi, ça ne m'a pas échappé, que la sortie du ministre Midi Yawa est consécutive à l'installation du syndicat de ceux-là qui vendent les produits au bord de la route. Non, c'est ça, non? Mon cher ami, vous avez traité le sujet. Bien sûr, mon cher grand citoyen d'État, il faut reconnaître quelque chose, c'est que ce combat
s'apparente voilà, donc à une œuvre décisive. D'accord. Je ne vois pas donc là où ça va et comment ça peut prendre. Nous n'encourageons pas la consommation des médicaments de la rue, loin de là. Et mon confrère Kenanou l'a dit, il y a un code donc, des pharmaciens qui indique, et c'est la loi de la République togolaise, que la vente donc, des produits pharmaceutiques doit se faire par les spécialistes. Oui, donc, et normalement, la bonne femme de la rue, ou voilà, donc, le citoyen lambda qui n'a aucune maîtrise et de la manipulation donc, de ces produits, ne peut pas le faire. Mais il faut relativiser. Et c'est là on dit que le besoin crée l'organe, ou soit nécessité fait loi. Quand les gens, il y a une demande et il n'y a pas l'offre, les gens vont créer l'offre. Même le mécanicien, le menuisier, qui trouve que il n'a pas assez de clients, mais de l'autre côté, il y a une demande en médicaments, il va se transformer en vendeur de médicaments. C'est aussi naturel, c'est dans nos gènes, c'est comme ça. Nous sommes attirés par le profit. Donc, et si l'État n'arrive pas à faire face aux besoins, il y aura toujours l'offre de la rue, l'offre du marché noir. Ça dit que tout revient encore au ministère de la Santé. Absolument. Donc, ils sont en train de mener une bataille sans savoir là où, par quel bout il faut prendre donc la chose. Non, là, dans ce cas, ils sont en train de nous blaguer, là. Non, peut-être qu'ils se blaguent eux-mêmes parce qu'ils doivent se remettre en cause et savoir que ce n'est pas seulement la lutte contre ces groupes ou les vendeurs de produits donc, de la rue qui va faire cesser donc, ce commerce-là. Maintenant, j'en reviens d'abord à la mafia, parce que vous avez fait le lien entre l'installation de ce syndicat et la sortie du ministre. Bien sûr. Tout simplement parce que le groupe des pharmaciens s'est levé et a activé donc, les manettes du ministre comme, comment vous appelez ça, un pantin ou soit une marionnette, et le ministre doit agir parce que c'est un groupe d'intérêt et de pression assez efficace et d'abord qui est bien organisé. Oui. Mais je ne vais pas les nommer comme... Et ça va plus loin, les lobbies pharmaceutiques. Un petit peu comme les lobbies de l'assurance, les lobbies des stations d'essence. Absolument. Ça met en branle toute une machine. Alors, vous avez les lobbies d'un côté et la mafia de l'autre. Absolument. Ce sont des partenaires de l'État. Mais je crois que derrière, il y a des intérêts qui vont en collision, qui se marient, qui divorcent de gauche à droite, et ça donne ce que ça va donner. Et de l'autre côté, j'aimerais aussi dire que plutôt que le ministre ou le ministère aille dans ce combat direct contre les vendeurs, on peut organiser le secteur. On peut organiser ce secteur. Oui, on peut organiser le secteur. Si on part du principe qu'en réalité, ces produits ne sont pas tout à fait mauvais. Et oui, on le dit dans la sémantique. Oui, mais si on dit des produits et les médicaments de la rue, pas de mauvais médicaments. Et parfois même, je dis encore que tout ce beau monde-là va s'approvisionner au même moment où le pharmacien vient acheter, la bonne dame aussi le salue et achète, ça part. Donc c'est une famille. Mais aussi, c'est en même temps des intérêts. Chacun veut protéger son intérêt. Ceux qui sont dans la rue n'ont pas assez de cette pression-là pour pouvoir s'imposer. Et je vais terminer pour ne pas monopoliser la parole en disant que, n'oubliez pas que lorsque nous allons dans les dispensaires, dans les infirmeries d'État, on nous vend des médicaments sous le manteau. Oui. Qui sont-ils, faisant ça? Qui sont-ils? Allez chercher. Est-ce que le ministère connaît leur existence? C'est plein, hein? Ce sont des questions. CHU Sylvanis Olympio, CHU Campus, enfin, dans les dispensaires. On oublie le scandale Tongmai. On oublie le scandale Tongmai. Ce n'est pas le Togo qui a révélé ce scandale-là. C'est les journalistes et RFI. Bon, de toute façon. Oui. Mais est-ce que l'État ne savait pas qu'il y avait des gens qui sont là et qui faisaient ça? Il y a des Indiens dans ce pays qui ont des dépôts énormes. Qu'est-ce que ce scandale Tongmai? Oui, mais RFI avait révélé que on fabriquait des produits, des génériques qui ne répondaient pas du tout aux normes.
Et on vend aux pharmacies. Et au Togo, on va en pharmacie ici, on exporte aussi. Il y a un auditeur qui nous dit, ce ministre est sûr de finir d'assainir les pharmacies avant de parler des produits de la rue, puisqu'on trouve les mêmes produits dans certaines pharmacies. Voilà, c'est ce qu'il dit, on vient de le dire aussi. Est-ce que c'est forcé de prendre des médicaments? Moi, ça fait 8 ans, je n'en prends pas, seulement bien contrôler ce que nous mangeons. Oui, bon, d'accord. Très bien. Ça, on va vers les alternatives. Alors, où sont les pharmacies d'État? S'interroge un auditeur. Elles ont presque disparu. Non, mais c'est le lobbying. Ces gens-là se sont repliés derrière. On l'a fait tomber pour créer les officines. Pour créer les officines que nous voyons maintenant qui mènent le combat contre leurs rivaux sur le terrain. Non, mais en fait, c'est une grande foire de l'hypocrisie, ce que le ministre Mejiawa veut entreprendre. C'est comme ce reptile-là qui va se mordre la queue. Parce qu'en voulant frapper par ici, il se rendra compte que finalement, mais tout ça s'abreuve à la même source et que il sera à un moment. Non, il se rendra compte qu'il ne sait pas. Il se rendra compte que tout s'abreuve à la même source. Et puis, vous savez, ce qui un peu singularise le Togo, c'est ce manque de sérieux dans tout ce qu'on entreprend. C'est que quand certains s'excitent, ils disent vous devrez donner le temps, vous devrez mener le combat, à un moment, on entre en transe et on sort des communiqués pour jouer. Alors qu'entre-temps, on voyait, mais on se taisait. Quand l'État ne veut pas prendre ses responsabilités pour assumer, certains vont prendre la place de l'État et c'est ce que nous voyons. On se plaint pourquoi. Alors, il y a un auditeur qui nous dit la lutte contre les médicaments est une farce. Allez dans les marchés des villages pour voir comment ces médicaments, on le vend en poupe. Ces médicaments se payent comme de petits pains, nous dit donc l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit que le débat l'intéresse, que nos hôpitaux sont aujourd'hui remplis de produits de la rue, car à Kara, tous les USP se ravitaillent dans un dépôt rempli de produits nigérians. Je le dis parce que j'ai de moins en moins, j'ai été de moins, car j'ai été donc membre de COGES. Vous connaissez? Oui. Et c'est là-bas que l'infirmier nous envoie aller chercher ces produits. C'est effarant quand on écoute ça. On va marquer une courte pause encore, on revient ensuite. Retour en studio avec Tchakala Alero, Olivier Adja et Kenano Issifou pour la suite de Taxi Presse. Avant de les retrouver véritablement, nous allons faire un crochet à la rédaction de Taxi FM pour retrouver Jean-Marie Leblanc. Jean-Marie, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes au programme pour Taxi Midi 12h45. Quel est le contenu de votre journal, Jean-Marie? En fait, deux principales informations au sommet donc, de Taxi Midi. Aujourd'hui, 13 février, journée mondiale de la radio. Le dialogue, la tolérance et la paix au rendez-vous de cette célébration. On en parle en début du journal avec Améla Signon. Ensuite, dossier environnement. Gilles Dagba revient sur le projet en guise de réponse à la dégradation des côtes ouest-africaines. Et Ugatiko lui peint le rôle des autorités des îles en transition en matière de lutte contre le changement climatique. Voilà. Très bien. On vous retrouvera donc à 12h45 pour le développement de tous ces titres. Retour en studio et on parle donc des produits de pharmacie. Il y a quand même une lutte qui est engagée aujourd'hui, en tout cas par le ministre de la Santé ou le ministre même de la Santé. Il y a un auditeur qui nous dit que je connais une maison au grand marché où on fabrique pénicilline et plein de médicaments qu'on déverse ensuite sur le marché. Il y a un autre auditeur qui nous dit si prendre des médicaments nous fait du bien, Bill Gates n'allait pas venir au sommet de l'Union africaine. Ah bon? Bon, d'accord, ça, je ne sais pas trop compris le message. Quel est le fou? Non, en réalité, vous avez vu cette aberration, à la limite, je ne sais même pas comment je peux qualifier cela, une provocation, si on est au regard de la loi et qu'on est en train, et qu'on fait un jeu clair, d'accord? Je me demande, en fait, on dit la loi interdit quelque chose. Et ceux qui s'adonnent à cette pratique, normalement, sont des hors-la-loi, entre griffes, mais qui osent créer un syndicat. Est-ce que c'est un défi qui est lancé? Est-ce que sur quoi ces gens-là ont posé le pied pour pouvoir aller à cela? Si on est au regard de la loi, je le précise encore, et qu'on est en train de faire un jeu clair, je me demande. Ça nous ramène à ce que nous disions tout à l'heure. On ne peut pas être jugé parti. Ceux qui font ça, ils savent qu'effectivement, leur marché a de beaux jours.
devant lui et qu'ils essayent d'envoyer un signal, un message au ministère. C'est vrai, vous voulez l'organiser, mais sachez que nous existons, nous avons du poids, nous allons exister. Autant composer avec nous que de vouloir s'engager dans une guerre que vous avez perdue d'avance. Mais si le ministère a décidé de combattre une nébuleuse, allons-y, si c'est pour protéger les populations togolaises et si c'est pour faire respecter la loi, je pense que cette sortie-là va dans ce sens. Autre chose que je voudrais dire, nous l'avons dit ici, il faut donner le pouvoir d'achat aux Togolais. Il faut donner le pouvoir d'achat aux Togolais. On réglerait beaucoup de problèmes. Très bien. Monsieur, merci beaucoup. On va aborder un autre sujet. On donnera tout à l'heure la possibilité quand même à nos auditeurs de revenir sur le sujet. On a parlé de ce fameux Conseil des ministres à Tablegbo. On vient d'évoquer la guerre que lance donc le ministère de la Santé à la vente illicite des médicaments. Je voudrais qu'on revienne très rapidement sur les impôts. Vous savez, on en a parlé la semaine dernière. Le sujet revient encore sur le tapis avec cette jeunesse que nous avons qui a du mal à se retrouver véritablement au plan économique. Est-ce qu'on peut faire le lien aujourd'hui entre la perception de l'impôt au Togo et la relance de notre économie, Tchakala? Non, et bon, vous savez, l'incivisme fiscal, c'est pas nous qui allons l'encourager. Vous savez, dans tous les pays, ça existait depuis la nuit des temps. Même quand vous lisez un peu les Écritures saintes, là, il y a aussi cette histoire d'impôt là-dedans. Donc, c'est qu'à un moment, il y a eu des trucs qui ne sont pas du tout bien, qui n'avaient pas de visage humain. C'est pourquoi certains partent en guerre contre cela. Sinon, l'impôt, ça permet de réaliser beaucoup de choses. Et vous savez, quand certains se montrent un peu dubitatifs par rapport à la manière dont cela se passe dans le pays, c'est que nulle part on a vu dans le pays dire que non, ce bâtiment scolaire a été construit grâce à telle structure des impôts. Quand on verra, quand les populations s'apercevront que non, ce que nous donnons ou bien ce que nous payons comme impôt, ça sert à quelque chose de concret sur le terrain et les réalisations sont là. Je crois que c'est de façon tout à fait heureuse que les gens vont payer leurs impôts. Mais quand tout le temps, le petit bâtiment qu'on implante ici, l'autre structure qu'on construit là, on dit que non, c'est tel qui a permis la réalisation. Alors, tout ce que nous percevons, ça sert à quoi? Pour les impôts, on réalise quoi avec ça? Donc, il y a une pédagogie qui a manqué autour de la chose. C'est ça qui fait que certains sont réticents. Et puis, la dernière fois, il paraît qu'il y a un nouveau code et tout ça là. Mais quelle explication a-t-on fait sur le terrain? Il faut communiquer, il faut expliquer les choses aux populations, aux redevables. Il faut leur expliquer le b.a.-ba, les réels contours de la chose. Mais on se retrouve entre coquins quelque part dans une salle et on lance la dynamique sans que ceux-là qui sont des gens qui doivent payer les impôts ne soient édifiés sur la chose. C'est ça qui fait que ça ne va pas. Et puis la jeunesse togolaise. Mais moi, je souhaiterais qu'on exonore un peu certaines structures qui emploieraient un certain nombre de jeunes diplômés des impôts. Si le truc, je n'ai pas les expressions techniques, si telle structure doit payer peut-être 20 ou 50%, tout ça là, mais à partir du moment où votre structure emploie déjà sans voir chose, ça dépend du nombre de personnes que vous employez. Si c'est de 100, on diminue un peu. Si c'est de 200, on diminue. Donc ça va susciter l'employabilité des gens. Mais ici, on ne voit pas cela. C'est ça qui crée ce froid-là autour de cette idée. Il y a un auditeur qui nous dit que son opinion sur, en tout cas, à l'encontre de l'OTR et de la politique d'impôt. Il est vrai, de par sa définition, qu'il demeure un droit civique, mais qu'en est-il de son utilisation? C'est ça, d'où donc le doute, même voire le refus de la classe moyenne d'y contribuer en 7 ans de vie. On peut faire le lien entre l'impôt et la relance de l'économie, à proprement dit aujourd'hui? Bon, moi non, on n'est pas des spécialistes de la question donc économique. Mais ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes d'abord des consommateurs et surtout nous sommes aussi, donc nous faisons partie des contribuables. Et l'impôt, c'est l'impôt qui sert donc à financer les grands projets de l'État. Il y a l'unification donc des recettes, c'est-à-dire ce n'est pas parce qu'on perçoit l'impôt à l'OTR que l'OTR va aller construire
des salles de classe. Non, pas à l'OTR. Il n'a pas même le droit de le faire, mais ces impôts vont vers le trésor public pour servir au budget de l'État. Et c'est ce budget-là qui sert au fonctionnement, ou du moins à financer le fonctionnement du pays. Mais ceci étant dit, je crois que l'OTR s'est mis trop de pression à sa création. L'objectif était d'abord d'unifier les régies de l'État, mais aussi d'accroître les recettes, de les multiplier par combien je ne sais pas. Et vous voyez, depuis la création de l'OTR jusqu'ici, les objectifs n'ont jamais été atteints. Donc je crois que c'est ce qui a amené les gens à se dire, bon, il faut plutôt augmenter l'impôt au lieu d'élargir l'assiette fiscale, parce que il faut, moi je pense qu'il faut encourager plutôt par des mesures, des décisions politiques, les gens à se formaliser, les entreprises qui sont dans l'informel à aller vers le formel, à se formaliser et à payer l'impôt. Donc si nous sommes des millions à payer l'impôt, ça profite plus donc au pays que nous soyons des cent et des... Oui, mais aujourd'hui, on demande des garanties. On demande des garanties que les impôts que nous payons, en réalité, on veut savoir si ça profite au pays. À quel degré? Jusqu'à quand? Moi, j'estime d'abord qu'il faut amener les gens à payer. Et après... Si on leur expliquait d'abord ce qu'il faut faire avec... J'en viens. J'estime d'abord qu'il faut amener les gens à payer et avoir les moyens. Et puis leur prouver que les moyens que nous avons, voilà ce que ça a servi. Et ce n'est pas à l'OTR de le prouver. C'est l'État, le destinataire final de ce que nous percevons. Donc c'est à l'État de faire la preuve de l'utilisation de ces impôts-là. Certes, nous voyons, pas plusieurs écoles, mais nous voyons certaines infrastructures qu'on fait. Et l'argent, ça ne tombe pas du ciel. Mais l'essentiel, moi je conseille l'OTR qu'il faut éviter la pression fiscale. Il faut éviter les menaces fiscales. Ça, il faut les éviter parce que ça aura pour effet, je l'ai dit ici, de décourager ceux qui veulent se formaliser. Les gens, et même ceux qui sont formalisés aussi, ils vont fermer. Risquent, pas forcément fermer, mais risquent de retourner dans l'informel. On peut exercer on peut avoir la même entreprise, mais se déclarer en faillite et faire plutôt à la maison. Donc je crois que c'est le terme plus perdant avec le système qu'on a installé actuellement que l'ancien. Quel ami c'est faux? Non, c'est vrai qu'on a initié quelque chose d'unique dans la sous-région, peut-être même en Afrique, où on a créé un système unique, d'accord, comme on l'a dit tout à l'heure, l'unification des régies. C'est en soi une bonne idée si en réalité derrière, il y a eu une politique fiscale, d'accord, qui a tenu compte de nos réalités, parce qu'en réalité, nous ne sommes pas un pays qui était financièrement stable, bien assis, avec une bonne croissance pour pouvoir aller vers là. Mais en même temps, il y avait ce besoin-là aussi, ce besoin permanent de se conformer, disons, aux donnes et aux législations, on va dire, sous-régionales, continentales. Ça fait que le plus souvent, on va en mettre des dispositifs en place pour pouvoir attirer, en fait, l'attention des institutions internationales qui nous ouvrent leurs portes pour qu'en fait, on ait accès aux prêts, aux financements, aux subventions. C'est une bonne chose. Sauf que oui, avant qu'on en arrive là, l'impôt même tel qu'il était déjà faisait un problème. On aurait dû passer par une culture fiscale à inculquer aux populations. La preuve, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une sortie sur le terrain où on est allé vers les bonnes dames des marchés. Les dames ont dit, mais si, tant est qu'effectivement, il y a une démarche qui permette d'avoir une certaine souplesse au niveau de la perception des impôts, mais nous venons nous-mêmes, vous n'avez même pas besoin de venir nous chercher. Quand c'est expliqué, les gens comprennent. Maintenant, il y a le besoin de redevabilité aussi, c'est ce qui a été souligné. Oui, quand vous percevez les impôts et qu'à la fin de l'année, il n'y a aucun bilan qui est fait, quand je donne, je voudrais savoir où ça va. Il n'y a aucun bilan qui est fait. Vous voyez, les gens, ils ne vous diront rien parce qu'il y a la loi qui fait force. Mais en réalité, dans leur silence intérieur, c'est qu'en réalité, ils ne sont pas avec vous. Ils n'adhèrent pas. Et c'est ce qui fait justement que certains retombent dans la clandestinité en opérant
avec les mêmes moyens, avec les mêmes bénéfices qui leur profitent seuls. Sinon, un pays ne peut jamais vivre sans fiscalité, sans recettes fiscales, sans les impôts. Sauf qu'en réalité, si on a une politique bien assise, qui tienne compte des couches, des catégories, et on met en place des alternatives pour que chacun puisse se reconnaître dans ce qui est fait, il n'y a pas de problème. Et de l'autre côté, rendre compte. Très bien. Il y a un auditeur qui nous dit que le gouvernement dit promouvoir l'entrepreneuriat, mais nous taxe d'impôts. Car le IMF, qui était de 50 000 francs, est de 300 000 francs. Où allons-nous trouver le reste avec les autres? Je suis obligé de retourner dans l'anonymat. Il y a 3 taxes. Voilà, je pense que c'est ça. Oui, c'est là, vous voulez placer un mot? Oui, c'est pas une réponse du tac au tac à Olivier, à Dia, mais il dit que tout ce que les impôts génèrent, vers ça au trésor, oui, c'est bien beau, mais ces réalisations, quand vous prenez la nationale numéro 1, si c'est pas Plan Togo, si c'est pas les bâtiments que nous voyons, si c'est pas conçus par les fonds de l'Union européenne, l'Agence française de coopération, Banque islamique de développement, on ne voit rien. Donc vous comprenez un peu que la réticence des gens s'explique par cela. Donc il faut aujourd'hui montrer à la population que non, ce que vous donnez comme votre quote-part par rapport à la perception des impôts, ça sera réalisé. Bon, tel tronçon a été réalisé grâce à tant. C'est ce que nous voudrons là. Les gens ne seront plus réticents. Ça serait de cœur joie que les gens vont quand même s'acquitter à ce devoir fiscal là. Donc, très bien. Il y a un auditeur qui nous demande d'aller voir les inspecteurs de OTR pour voir leur maison. Voilà, l'argent sous l'initiative personnelle du chef de l'État. Bon, un autre auditeur qui nous dit toutes les réalisations qu'on nous montre proviennent des prêts. Et que fait-on avec l'argent des impôts? C'est ce que vous venez de dire tout à l'heure. Un autre auditeur qui nous dit pour une fois, je suis d'accord avec Olivier sur la fiscalité. Vraiment, cette pression fiscale va nous amener dans l'informel. Et c'est vraiment un danger. Et voilà. On va aborder un sujet très rapide en 3-4 minutes et on donnera la possibilité donc aux auditeurs de nous appeler directement dans l'émission sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Un autre auditeur qui nous dit trop d'impôts tue l'impôt au Togo. Quand tu vas te déclarer aux impôts, c'est comme tu t'es amené à l'abattoir. Excusez-moi. D'accord, très bien. Et plaçons un mot juste sur la politique. Le paysage politique aujourd'hui avec la C14, on en a parlé depuis lundi avec les confrères, mais une interrogation ce matin, au regard de tout ce qui se dit encore, il y a la situation au niveau du CAR, au niveau de votre journal Arakiri ce matin, Olivier en a parlé dans Taxi Média Show, vous estimez que le CAR est enfin réveillé de sa torpeur et en prenant ses responsabilités. Mais cette situation ne risque-t-elle pas de faire disparaître la C14? À qui est-ce que cela profiterait-il aujourd'hui? Non, la bonne question à se poser, qui va amener à la disparition? Qui sera l'auteur ou le responsable de la disparition de la C14? D'ailleurs, à qui ça a profité quand on a mis en place la C14? Si la C14 va disparaître, elle serait le seul auteur donc de son échec. De toutes les façons, l'échec est déjà constaté, consommé. L'échec de la C14, j'ai dit, est constaté et consommé par la majorité de ceux-là que moi j'ai interrogé, avec qui j'ai discuté. Les gens qui étaient des indécomptables de ce regroupement ont fini par comprendre que ça a été une aventure ambiguë. Et ça a été, voilà, donc un regroupement de serpents, de crabes et de tortues. Alors, vous comprenez que, en réalité, dans sa genèse, il y avait déjà les germes de son échec. D'accord? De deux, c'est que, au-delà de ça, ce regroupement, ces leaders n'ont même pas l'honnêteté intellectuelle de reconnaître là où ils sont tombés et de se relever. La Bible dit, il faut avoir le courage de se relever lorsqu'on tombe et surtout de ne pas répéter les mêmes erreurs. Les erreurs sont multiples et multiformes. Moi, je ne vais pas revenir sur ça. Oui, bien sûr. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est que le CAR, qui était considéré comme un parti réfléchi,
qu'ont un parti d'intellectuels, qu'ont un parti de proposition, s'est entre-temps perdu dans la mêlée, a été totalement hypnotisé. Aujourd'hui, ce parti retrouve la raison, c'est ça? Absolument, c'est ce qui nous fait dire que le cas retrouve petit à petit la raison. Et il ne faut pas aussi dédouaner le cas est comptable du bilan négatif de la C14. Mais j'ai dit, on ne change jamais une équipe qui gagne, mais une équipe qui perd constamment, mais ça serait un crime de ne pas le changer. Très bien. Et c'est ce que nous constatons. Je terminais en disant que Maître Tchassona Traoré avait eu trop raison. On l'a traité de tous les noms. Les hommes et femmes de troupes de l'ANC ne l'ont pas manqué. C'est les moulinettes qui sont passées par là. On l'a mis dedans, on l'a écrasé. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le gars a sonné la sonnette d'alarme et tirait plutôt la sonnette d'alarme, mais on ne l'a pas vite compris. Aujourd'hui, le bilan est négatif et il faut démanteler, liquider les passifs les actifs plutôt de ce regroupement et vendre le reste donc à ceux qui sont preneurs, c'est tout. D'accord. Et il faut passer à autre chose, c'est ça, au niveau de la C14 aujourd'hui? Oui, il faut forcément passer à autre chose. L'immobilisme au sein de cette entité ne va pas faire du bien à la lutte que les uns et les autres ont entamée. Vous savez, quand la disparition de la C14 aujourd'hui profitera-t-elle à qui? Ça va profiter à la démocratie et à cette quête de l'alternance. Absolument. À la lutte? Ah oui. Ça va donner un nouveau souffle à la lutte. Parce qu'on ne peut pas tout le temps s'engluer dans les mêmes erreurs. On ne peut pas tout le temps rester dans cet immobilisme-là qui ne porte pas. Depuis que ça a commencé, est-ce que vous auriez cru un seul instant que ça ne va pas aboutir? Tout était réuni pour que ça aboutisse. À un moment, ça fait flop. Maintenant, il faut chercher par où ça n'a pas marché et repartir sur de nouvelles bases. Et maintenant, on ne peut pas continuer sur quelque chose qui a toujours donné des résultats négatifs. Même au microscope, on ne verrait pas ce que la C14 a donné sur le terrain. Il faut tout démonter et repartir sur des bases saines. Si c'est ce démantèlement de la C14 qui va faire qu'on va jeter la pierre à X ou Y là, les gens l'auraient assumé. Il faut que quelqu'un donne le pas et certains sont décidés maintenant aujourd'hui à donner, vous savez, un vin nouveau dans une vieille outre, qu'est-ce que ça va donner? L'outre, ça va s'exploser, mais ils le savent plus que nous, ces leaders de la C14, il faut repartir sur des bases plus saines. Sinon, en 2000... Vous les écoutez ces derniers temps, ils sont quand même rassurants. Non, ils ont été rassurants de tout temps. Est-ce qu'on ne nous avait pas rassurés avant le scrutin du 20 décembre? Ils nous ont toujours rassurés. Ils ont toujours rassurés. Est-ce que les gens là ont eu à faire leur acte de contrition, leur mea culpa que mes peuples togolais, nous nous avons rassurés, vous nous avez accompagnés, vous ne nous avez même pas fait faux bon. Maintenant voilà là où nous en sommes. Mais qu'est-ce que vous voudrez qu'on refasse? Mais quand certains d'eux-mêmes disent que non, il faut tout reprendre à zéro pour redonner une certaine vigueur au combat, mais je trouve ça tout à fait normal et tout à fait intelligent. Merci beaucoup, Jacala. Je vois même pas ce qui étonne, parce que moi, je n'ai jamais cru en rien. Je le dis souvent sur ce plateau. On a créé un fonds de commerce qu'on a alimenté pendant longtemps. Je crois que le commerce n'est plus florissant. Il faut se saborder tout simplement et favoriser l'émergence d'une nouvelle génération. Moi, j'ai toujours milité pour ça, qui vient avec des idées novatrices, une autre façon d'appréhender les problèmes politiques de notre pays et de proposer de nouvelles alternatives. Parce que c'est ce qu'on n'a pas fait pendant longtemps. De croire qu'on peut sauter, d'accord, d'un bond pour atteindre l'autre bout. C'est jamais, on n'a pas créé cette passerelle-là. Aujourd'hui, la disparition de cette coalition peut favoriser la création d'une passerelle qui nous amènerait vers une alternative. Et pour atteindre l'alternance, comme le dit Alirou Tchakala, je crois que c'est la démocratie togolaise qui va sortir gagnante. Parce qu'en réalité, on a focalisé l'attention, si bien que les gens avaient peut-être mieux à proposer, mais ils ont dû se ranger derrière cette force-là qui pouvait, en se disant l'union fait la force fait quelque chose, mais en réalité, même dans les couloirs de ces C14-là, il y avait des coups bas. Il y avait le leadership qui était là déjà. Nous, on avait titré dans l'estrade un jour, Tipi, Fabre et Tipi, l'équilibre précaire.
Où en est-on aujourd'hui? Je crois que l'histoire nous donne raison. Donc il ne faut pas se leurrer. Ça a toujours été comme ça. Hein. On a connu CAP 2015, on a connu... C'est pour ça que je dis, il n'y a rien d'étonnant. Il faut fermer cette officine-là, d'accord, et aller vers autre chose. On va écouter maintenant les auditeurs. Il y a un qui nous envoie un message qui dit « L'opposition togolaise, visiblement, de par sa manière de faire, fait mal au peuple autant que le régime », nous dit donc l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit, parlant des déplacements du chef de l'État, est-ce que cela doit perturber la libre circulation des paisibles citoyens? Allez-y voir à Guazongo. En 24 heures, des étalages, des baraques ont été détruits au niveau du sous-pont d'Agoué, au niveau du long du mur du Golf Club. La mairie donne des autorisations d'installation, prend de l'argent chaque fin du mois et en un clin d'œil, on détruit des commerces parce que le chef de l'État doit poser pied à Zongo. Nous dit cet auditeur. Alors, on a évoqué pas mal de sujets. Hein. Alors, vous nous appelez sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59 et vous choisissez le sujet qui vous intéresse et on vous écoute. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, cher grand citoyen. Comment allez-vous? Ça va bien. Très bien. Nous vous écoutons. C'est M. Kodjo, Toko Hôpital. Nous vous écoutons, M. Kodjo. Oui, je voudrais m'intervenir sur le sujet politique. Allez-y. Concernant ce qui se passe entre le CAR et les autres membres de la C14. Moi, dans tout regroupement, il y a toujours ce genre de problème. Mais ce que le CAR fait, ce n'est pas bien. Moi, je me souviens, et à 2 jours du 20 décembre, Jacques ici est passé sur Canal FM dans l'émission de d'ADD. Et il jurait que par la C14. Après le 20 décembre, un autre membre aussi est passé sur Victoire FM. Il me semble que c'est Nador Aoku, quelque chose comme ça. Lui aussi, il jurait que par la C14. Mais j'ai fini par comprendre ce que le CAR fait. C'est que le CAR veut jouer à le président du Congo actuel là. Il veut jouer à ça. Avant, il voulait être dans la C14, mais a vu ce que le Kabila a fait, donc le CAR a su que bon, ça peut marcher et au Togo. Donc c'est en ce moment qu'il a changé les idées. Donc je voudrais dire à tout le monde de lire attentivement ce que le CAR fait et de ne pas accuser l'ANC et autres. Merci beaucoup, M. Kodjo. On a compris le fond de votre pensée. Merci de nous avoir appelés. On va prendre un autre auditeur, le 93 96 99 99. Allô? Ah, il n'est pas là. D'accord, très bien. Il y a un autre auditeur qui est là. Lui, on le prend. Allô? Oui, bonjour, M. Eric. Oui, bonjour, M. Komi. Oui, affirmatif. Nous vous écoutons. Je voulais intervenir sur la visite du chef de l'État à Tablibo. Oui. Mais la politique me retient. Allez-y. Ça me fait beaucoup plaisir qu'on dit que la C14 a échoué. Pour pouvoir échouer, il faut participer à un examen. Quel est l'examen auquel la C14 a participé? Pour qu'on lui donne une note, et on a dit qu'il n'a pas trouvé de note, on parle d'échec. Pourquoi la C14 n'est pas passée au 20 décembre? Ils ne peuvent pas. C'est parce que peut-être certains n'ont pas participé aux mobilisations qui ont été faites avant le 20 décembre. Ils ne peuvent pas. Le Togolais n'accepte plus des élections frauduleuses. Le Togolais n'accepte plus le partage du gâteau. Vous voyez comment on a fait des consultations, on a fait des placements, on a fait, comment dirais-je, le partage avant que le 20 décembre ne vienne. On sait qu'on peut positionner tête indépendant ici pour qu'ils puissent gagner. Qu'est-ce que la C14 ira chercher dans ça? Donc quand on parle d'échec, échec par rapport à quoi? C'est vrai que le Togolais veut au finish un résultat.
Mais à ce jour, est-ce que le président Faure Gnassingbé peut revenir nous dire qu'il va faire 3 mandats, 4 mandats? Il ne le fera plus. Ça veut dire que c'est un acquis qui n'est pas encore réalisé. Moi, j'attends ceux qui ont seulement 1 an et demi, ils sont à l'Assemblée, voir ce qu'ils peuvent faire. D'accord. Ceux qui sont au gouvernement, ils ont seulement peut-être 8 mois, ce qu'ils vont faire. Me parler d'échec, en tout cas, le peuple togolais n'a pas échoué. D'accord, très bien. Merci beaucoup, M. Komi. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. On va prendre notre auditeur. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Bonjour, non, vous avez avec vous un poste récepteur. Ça ne nous permet pas de vous écouter parfaitement, cher ami. Je pense que c'est clair maintenant. Est-ce que vous pouvez l'éteindre carrément? Oui, d'accord, il n'y a pas de... Voilà. Donnez-nous votre nom, s'il vous plaît. Vous êtes dans un endroit trop bruyant. On ne peut pas vous recevoir. L'endroit où vous trouvez est trop bruyant. Cherchez un lieu calme. Vous nous appelez et on va vous écouter parfaitement. On va prendre notre auditeur. Allô? Allô, bonjour, monsieur Eric. Bonjour, monsieur Miwanuko. Comment allez-vous? Toujours, je remercie Dieu. Très bien. Nous vous écoutons très rapidement. Bon, il y a quelque chose qui me fait peur depuis. Quand j'arrive au niveau de la mairie, je pose la question. Depuis, quand est-ce qu'on va construire la mairie de la capitale de ce pays? Ceux qui viennent faire leur mariage là-bas, ils ont des maisons, certaines maisons, ils ne sont pas habitées, plus belles ou jolies plus que ça. Et je pose la question. C'est la capitale de ce pays. Et voilà la mairie. Et quand j'arrive là-bas, ça me fait honte. Hein? Carrément. Ok. Et ça, c'est à part. Je reviens à ce niveau. Il y a certains parmi les policiers, ils n'ont jamais vu le feu taxi allumé en haut de la voiture. Il y a plein de policiers, ils n'ont jamais vu ça. Je demande pardon à M. Yark de se souvenir à son début de travail, quand eux, ils ont démarré le travail pour ce pays. Très bien. Ce qu'ils exerçaient. Monsieur Miwanuko, oui. Ce matin, nous n'avons pas parlé de la police. D'accord? On a compris le fait que vous avez souligné le cas de la mairie de Lomé parce que nous avons évoqué ce sujet. Merci quand même de nous avoir contactés. On va laisser la possibilité à d'autres citoyens et aussi d'autres Togolais de nous appeler. Allô? Allô? Ah, il est parti. Un autre auditeur qui nous dit, je vais demander à Olivier Adia, d'accord? Est-ce n'avoir pas participé aux élections où les députés sont nommés est un échec? Je ne crois pas, il répond, heureusement. Mais je soutiens que la C14 a fait son temps et que nous devons passer à autre chose pour redonner une nouvelle vision à la lutte pour l'alternance. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Gérard Sélassié, comment allez-vous? Je vais bien. Très bien, nous vous écoutons. Moi aussi, je me demandais la même question que l'un de vos invités avait posée. Quand, même pour ramasser les ordures, on parle de l'Union européenne. Mais tous les jours, on collecte de l'argent chez les bonnes femmes au marché. Oui. À Tikodi notamment, n'est-ce pas? J'en vois à Tikodi. Et les marchés sont restés comme ça. Et l'argent qu'on cotise là, on fait quoi avec? On ne fait jamais de compte. Quand on dit football, on en mange là-bas. On prend ailleurs. Pour les routes, on prend. Mais on fait quoi avec l'argent qu'on cotise tous les jours là? Ça fait un. Et de deux, je vais dire aux Togolais de cesser d'être hypocrite. Tout le monde, ou presque, sait ce qui se passe. Il faut parler aujourd'hui en termes de Togo, pas de parti au pouvoir ou d'opposition. Il faut arrêter ça. Très bien. Il faut parler en termes de Togo. Dieu vient sauver le Togo. Parce que si c'est les hommes, ça ne marche pas. Nous sommes tous hypocrites dans ce pays. Merci. Merci beaucoup Gérard Sélassié, merci de nous avoir appelés. On va prendre un dernier auditeur. Il y a un qui nous envoie un message et qui nous dit « Il faut que le cas revienne à la raison. Des milliers de Togolais n'étaient pas dans les rues depuis le 19 août pour assister à cette comédie du car, dit l'auditeur. »
un autre qui nous dit on ne peut pas voter une loi du genre. Il n'y aura que 2 partis politiques au Togo, à savoir le parti au pouvoir et l'opposition. Lui veut que ce soit comme ça. Enfin, allô? Bonjour, c'est ici. Bonjour Daïsi, comment allez-vous? Ce matin. J'espère aussi. La seule femme. Allez-y, oui, bien sûr, allez-y. Voilà. Je vais parler des médicaments génériques. Oui. Voilà. Il y a la fameuse CDAO qui a été créée pour la circulation des personnes et des biens. Oui. Et le Nigeria, le Ghana. Dans les hôpitaux du Ghana, ils n'utilisent que leurs médicaments qui fabriquent pour guérir les patients. Le Nigeria aussi nous envoie les médicaments de 100 francs, bourrés de drogue, entre ça aussi, bien. La ligne avec vous. Cher. Oui, oui. Et je suis d'accord que le gouvernement affairiste utilise nos services ces médicaments-là parce qu'ils ne nous ont pas assurés. On n'a pas de sécurité sociale. La ligne avec vous se dégrade. Oui, oui. Allô, oui. D'accord. Et si nous la paix pour qu'on se soigne avec des enfants parce qu'il y a plus de dialysés en France, en Europe, que chez nous, en Afrique ou au Togo. Et puis, moi, je vais dire aux auditeurs que nous avons des herbes que les Blancs emmènent en chez eux. Nous avons des soins palliatifs. À Monto, allô? Oui. À Monto, par exemple, peut guérir Parkinson, que le blanc n'arrive pas à guérir. D'accord. À Loma, le traite du cancer et tout le reste. Ah, d'accord. Oui, voilà. Oui. Il y a un pack d'herbes qu'on a, qui, moi je suis aussi. Et puis, tout parler de l'opposition là. La ligne se dégrade avec vous, Daïsi, malheureusement. Oui, ça se dégrade. Oui, toujours, encore. Malheureusement. Ouais, ça va? Oui, mais ça va, mais ça va. Ça va, mais ça repart ensuite. Écoutez, oui, puisqu'on est vers la fin... Je veux placer quand même un mot pour dire que l'opposition qui se bat depuis belle lurette pour nous affranchir tous et occuper-nous du régime qui est là depuis le temps de Kennedy. D'accord, très bien. Occupez-vous plus tôt. D'accord. Alors, on va s'occuper du régime, d'accord, et on va s'occuper aussi de l'opposition, naturellement, on est là pour ça, nous autres. Merci beaucoup, Daïsi, merci de nous avoir appelés. Malheureusement, la ligne n'est jamais bonne avec vous, je ne comprends rien du tout. Visiblement, c'est à votre niveau, puisque tous ceux qui nous appellent, on les reçoit 5 sur 5. Merci, Daïsi, merci à Gérard Sélassié, Miwanuko, Komi et Kodjo qui nous ont donc appelés. Et on arrive comme ça à la fin de l'émission. Il y a un auditeur qui nous dit... attendez que je vois. Vous savez, le problème de la C14, écrit-il, c'est le problème des mallettes qui sont passées par là. Donnez-nous les noms et on saura avec qui la population continuera. C'est tout. C'est ce que l'auditeur nous dit. D'accord, très bien. Merci beaucoup. J'ai ce Tchakala Liro. Merci. Vous voulez réagir, mais je pense qu'on est à on conclut en 30 secondes. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Kenan Youssifou. On va se retrouver la prochaine fois pour conclure. Rassurez-vous. Merci à vous tous. Merci également à Emmanuel Lafagnac. Juste après, nous vous retrouverez Jean-Marie Leblanc pour le journal. Appelez-moi Saint Rigator. À demain. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.